La guerre économique existe-t-elle? Qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça, d'emblée? Oui, mais vous êtes formidable, savez-vous, la plupart du temps on me dit non. Donc oui, globalement tout le monde est d'accord. C'est formidable. Je suis d'accord avec vous, elle existe. Mais je vais devoir vous révéler une chose qui est absolument scandaleuse, c'est que la plupart des gens bien raisonnables, intelligents, informés, pensent que ce n'est pas le cas. C'est embêtant. Alors c'est embêtant à plusieurs titres. Un, parce que ça semblerait nous caser dans un clan qui n'est pas celui des gens bien informés, raisonnables, qui ont de l'importance, de l'influence, de la décision, etc. Et deux, peut-être d'être des grands maniaques, ou toute autre chose, je n'en sais rien. Mais je crains quand même que nous n'ayons raison. Parce que je pense que les faits sont têtus, que la réalité, quoi qu'on en dise, a raison, même si les idéologues ou d'autres disent le contraire. Alors pourquoi les gens bien pensent que ça n'existe pas, la guerre économique? Parce que normalement, la guerre, ça fait des morts. Donc il faut des divisions blindées, il faut des fantassins, il faut que ça tire dans tous les coins, et il faut que ça ait l'air d'une guerre. Oui, mais le problème, c'est que depuis longtemps maintenant, ce qui n'a pas l'air d'une guerre l'est férocement. Alors je m'indexe sur quoi pour dire ça? Parce que ça peut être une opinion a priori choquante. Oui, effectivement, une guerre normalement fait des morts, et ne serait-ce pas insultant que de dire qu'elle peut avoir une autre finalité ou être caractérisée par un autre objectif que militaire? Eh bien, tout dépend. Si on pense qu'une guerre met en jeu des intérêts collectifs, et notamment des intérêts d'une nation, ce que nous vivons en matière économique est une guerre. Pour une raison simple, c'est que si nous la perdons, nous deviendrons une puissance, mais le mot de puissance est plus adapté, une nation qui sera avantageusement une destination touristique, mais qui n'influencera à peu près plus rien dans le cours du monde. Et ça, quand même, pour une nation comme la nôtre, c'est un peu inquiétant. Alors pourquoi elle n'influencera plus rien? Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Vous voyez tous comme moi que notre problème, quand même, en ce moment, dont on en rabâche les oreilles, ce sont les questions budgétaires. Donc en gros, on n'a plus de sous. On nous disait pendant un temps, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais au bout d'un moment, quand même, avoir des idées, pas de pétrole, ça peut être ennuyeux. Et en tout état de cause, ça impose au moins quand même d'exploiter convenablement les idées. Alors très concrètement, ça se manifeste comment, la guerre économique? Eh bien, par plusieurs choses. Je vous prends un exemple qui est désormais un petit peu lointain. Quand nos petits camarades américains ont décidé d'aller en Irak et que nous n'étions pas d'accord, il y a eu des opérations de représailles en matière d'influence et économique. Donc effectivement, on nous apportait un certain nombre de coups qui n'étaient pas très en phase avec la loyauté des affaires et qui visaient à faire en sorte que les entreprises françaises soient victimes. Un autre cas de guerre économique, peut-être tout simplement une organisation criminelle qui va parasiter dans des zones particulièrement hostiles l'activité saine d'une entreprise. Puisqu'une guerre économique n'oppose pas nécessairement des entreprises entre elles ou des États, mais également une entreprise et une organisation, par exemple une grande organisation criminelle. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, par exemple, les Yakuza japonais ont joué un grand rôle dans la crise japonaise qui dure maintenant depuis des années, notamment en matière de hausse dans le phénomène de spéculation dans l'immobilier japonais, et pendant un nombre d'années assez conséquent. C'est un autre cas de guerre économique. Mais en tout état de cause, ce qui en permanence rassemble ces événements et les acteurs qui en sont à l'origine, c'est que, au sein de la guerre économique, on est totalement en dehors de toutes les lois traditionnelles qu'on nous dit être les lois du libéralisme. Les théoriciens les plus échevelés du libéralisme nous expliquent que joue librement l'offre et la demande, que la concurrence est pure et parfaite, que ce qui détermine la conquête de marché, ce sont la qualité d'un produit. Tout cela est faux. Mais c'est faux depuis toujours. Hein. Parce qu'en fait, la qualité d'un produit, c'est une condition nécessaire, mais non pas suffisante. C'est-à-dire que globalement, tous les pays qui se font concurrence sont maintenant capables de faire des choses, peut-être pas équivalentes, mais qui peuvent se concurrencer. Il y a des gens dont je loue l'optimisme, qui, pendant des années, nous ont expliqué que les Chinois, ils feraient des jouets bon marché, et nous, on ferait des avions de chasse. Il ne vous aura pas échappé
que les Chinois font déjà, ont fait des voitures, des avions, qui s'attaquent à tous les types de transports possibles et imaginables, qu'ils sont présents aussi dans le domaine énergétique assez fortement, que demain ils seront tout à fait présents dans l'aéronautique militaire aussi, qui seront présents dans le scope des industries de défense, qui seront présentes sans doute un jour, je ne sais pas encore bien sous quelle forme, dans le domaine de la santé, etc., etc. Et puis qu'en plus, entre les industries auxquelles ils donnent naissance eux-mêmes et celles qui nous rachètent, ça devrait quand même faire un portefeuille d'activités industrielles et de services relativement convenable. Donc, la question, ce n'est pas la qualité des produits, et est-ce qu'on arrivera à prévaloir dans la reconnaissance de notre savoir-faire. C'est que l'ensemble de leurs dispositifs, mais je parle des Chinois, je pourrais vous parler des Russes ou des Américains, est indexé sur la vente de leurs produits. Les États s'en mêlent. Donc bien évidemment que le libre jeu de l'offre et la demande ne marche pas. Oui, on parlait de l'espionnage tout à l'heure, oui, bien évidemment, les services de renseignement, mais pas que, l'ensemble des services publics, ça ne se limite absolument pas au monde du renseignement, aident les entreprises de ces pays-là à conquérir des marchés. Encore une fois, ce qui nous permet de faire semblant de nous étonner quand nous avons la révélation de Prism, de cette vaste surveillance à l'échelle planétaire. Alors, Prism, là encore, n'a rien de nouveau. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelait Échelon. À l'époque, c'était censé surveiller les soviétiques. Et puis, après, on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte, nos amis anglo-saxons, que ça pouvait également surveiller les alliés. En dehors des Britanniques, des Australiens, des Néo-Zélandais, de la sphère d'influence anglo-saxonne, ça pouvait très bien surveiller les alliés. Alors, vous avez vu au début de l'affaire, on nous a dit oui, non, mais vous inquiétez pas, dans le fond, c'est pas grave, parce que c'est pour l'antiterrorisme. Puis on s'est aperçu que, par exemple, il y avait un ciblage particulier sur les instances européennes. Ce à quoi il m'arrivait régulièrement de dire, généralement, en matière d'islamistes radicaux à la Commission, on est assez tranquille, on n'a pas trop trouvé ce genre de mec sous le siège d'un commissaire européen. Donc c'est quand même bizarre d'écouter les instances européennes pour trouver des terroristes. Ou alors il y a un truc qui m'a échappé, mais... Donc bien évidemment que l'intégralité du dispositif PRISM ne fonctionne pas au bénéfice de la lutte antiterroriste et qu'il y a une bonne partie de ce système qui fonctionne au bénéfice de toute information susceptible d'aider les intérêts des États-Unis et notamment les intérêts industriels. Donc là, est-ce que les services de renseignement et les programmes de la NSA servent un objectif de guerre économique? Bien sûr, qui n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais ça en fait partie. Il y a un certain nombre de services de renseignement qui participent, elle est tout à fait connue, à une chambre de guerre au sein du ministère du Commerce, dont l'objectif est en permanence de filtrer, traiter, maximiser l'information de tous les services de l'État au profit de la conquête de marché de leurs principales entreprises. Parce qu'eux savent identifier les entreprises nationales. Hein, nous, on se pose la question de savoir si tel ou tel groupe est encore français. Vous ferez rire un Américain si vous posez cette question et que vous lui demandez par exemple si Boeing est une entreprise américaine. Il ne va même pas comprendre d'ailleurs la nature de votre question. Parce qu'eux ne se posent pas cette interrogation en termes de capitaux, de régions, etc. Et la définition que je vous donne est utilisée par eux. Est américaine une entreprise qui sert les intérêts américains. Comme on dit dans l'armée, ouvrez le banc, fermez le bar. Il n'y a plus de contestation possible après ça. Alors effectivement, ils ont une moins grande internationalisation du capital de leurs grandes entreprises que la nôtre. Leurs dirigeants éprouvent moins de difficultés à se rallier aux options de l'État américain. Donc il y a une forme d'homogénéité entre public et privé dans les objectifs à atteindre. Donc que ce soit dans le cas des États-Unis, de la Chine, de la Russie et bien d'autres, en fait, il y a absolument un front uni entre le privé et le public pour la conquête de marché. Tout simplement. Et là, c'est une nouvelle fois un débat qui ne marche que chez nous, entre public et privé, administration et entreprise, de se demander qui doit avoir la prévalence sur l'autre. Et de se battre, comme nous savons bien le faire, de savoir si le privé c'est bien ou c'est sale, si gagner de l'argent c'est légitime ou pas, si le gouvernement doit aider ou non les entreprises et aider à leur compétitivité. Ça, je ne sais pas si je vous rassure ou je vous inquiète, c'est un débat que nous n'avons que chez nous. C'est bien, ça entretient l'excentricité française, hein, il y a un truc qu'on a bien à nous, mais je ne sais pas si forcément on ferait bien de cultiver cette singularité-là. Et tous les pays dont je vous parle, si vous posez cette question qu'on se pose ce soir, la guerre économique existe-t-elle, vont vous répondre bien évidemment. Le pouvoir et la puissance aujourd'hui impliquent qu'on aille chercher chez vous
des marchés qui vont ramener de l'argent chez nous pour créer des industries, de l'emploi, de la richesse économique, de la puissance d'État, parce qu'il y a des rentrées fiscales, de la prospérité en général. Et dans ce dispositif de guerre économique, je vous le disais, il n'y a pas que l'action des services de renseignement, il y a des logiques d'influence. Il y a le fait de faire du lobbying en matière de normes pour que l'ensemble des réglementations qui sont produites à l'échelle internationale soient plus ou moins favorables à tel ou tel type d'acteurs. Pensez à l'exemple des Américains qui nous ont imposé leurs normes comptables. Quand vous jouez avec vos propres règles du jeu, forcément, vous les maîtrisez déjà, donc c'est plus facile. Dans le domaine de la défense, ça fait des années que les Américains nous ont imposé un débat intellectuel. Je prends un exemple très concret qui est celui de la révolution des affaires militaires américaines, le tout technologique. Vous savez, les médias parlent souvent du fétichisme technologique américain en matière de guerre. C'est-à-dire qu'eux, s'ils n'ont pas 40 divisions, 300 canons, 38 drones et 10 bombardiers sur le terrain, ils estiment qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Bon. Et bien, cette idée de technologisation du champ de bataille, elle a été imposée par les Américains, et notamment par une série de think tanks qui organisaient le débat intellectuel sur ces sujets, pour nous convaincre, nous, Européens, qu'il fallait penser la guerre de manière totalement technologique. Bon, on a vu ce que ça donnait sur le terrain. Mais alors pourquoi c'était important pour eux? Non seulement pour normer les procédures OTAN, les manières de penser la guerre, etc., mais parce que si vous normez cette pensée de la guerre et que derrière, vous avez le matériel qui est à l'origine de ce fétichisme technologique et que les gens se mettent à croire à ce fétichisme technologique, il y a des chances qu'ils vous achètent votre matériel militaire made in USA. Donc changer les grilles du débat, c'est vendre le bon matériel. Et il y a une liaison totalement connectée avec ça. Je vais vous prendre un exemple très trivial. Et vous allez dire, ce garçon est fou. Eh bien, vous aurez tort. Il y a des projets tout à fait répertoriés entre Hollywood, le Pentagone et de manière générale l'État américain, de promotion d'un cinéma de sécurité nationale. Pourquoi c'est intéressant? Au-delà du fait qu'on le comprend aisément, les armées américaines font leur pub à travers ces films, parce qu'il est quand même du plus haut intérêt de convaincre la planète entière que les forces armées américaines sont invincibles. Et ce que nous, on a procédé à ce type d'analyse, quand vous regardez attentivement les éléments de ce cinéma de sécurité nationale, vous vous rendez compte à quel point ça dresse le portrait d'une armée, d'un système général de coercition dont il ne serait même pas envisageable de lui résister. Alors je vous expliquerai après pourquoi ça ne marche pas dans les faits, mais en tout cas, c'était très intéressant du point de vue américain. Alors, c'est un instrument d'influence psychologique pour convaincre des adversaires ou des alliés. Et deux, effectivement, ça présente la mécanique de guerre américaine, et notamment industrielle, comme la meilleure au monde, et ça donne des idées. De la même manière que ce n'est pas pour rien si dans le cas des opérations d'influence, il y a ces fameuses opérations de social learning qui consistent à former les élites étrangères. Parce que pareil, vous faites former aux États-Unis, dans une école militaire américaine, un futur chef d'état-major de l'armée de je ne sais pas quel pays, à terme, il y a des chances qu'il achète du matériel de chez Boeing, dont on est bien d'accord que la recette principale, c'est du matériel militaire et pas que des avions civils, surtout depuis qu'il y a un concurrent européen. Donc vous voyez où ça va se nicher, ces affaires de guerre économique. Alors je vous disais pourquoi ça ne marche pas, et ça aussi, il y a quelques films pour le coup qui ont pris le contre-pied et qui l'ont expliqué, notamment à travers la bouche de Russell Crowe, c'est qu'ils combattent des ennemis qui répondent à la technologie par de la rusticité. Donc quand vous courez après des mecs en tongs, en treillis approximatif, avec un cache-col rose, un t-shirt et une kalachnikov, ça va être compliqué de lutter avec des satellites, des drones et des armes très technologiques. Donc la réponse à l'autre technologique, c'est la rusticité. Donc ça, c'est le pourquoi ça ne marche pas. Mais enfin, globalement, et j'en terminerai là parce que je voudrais plutôt que vous vous exprimiez que moi parler plus longuement, oui, la guerre économique est une chose qui existe. Oui, son objectif, c'est la puissance économique parce que derrière, il y a de la puissance tout court. Oui, elle est pratiquée par de multiples acteurs. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un état de tension et de crispation majeure, des tensions concurrentielles, y compris entre des entreprises. Mais surtout et majoritairement, au sein de ce concept de guerre économique, il y a un message simple. La guerre continue, sous d'autres formes. Elle oppose les éternelles stratégies de puissance des États. Elle n'est pas prête de s'arrêter. En un sens, tant que des gens s'affrontent par économie interposée,
ça peut être une bonne nouvelle parce que ça pourrait les dissuader de s'opposer par d'autres moyens. La très mauvaise nouvelle, c'est que les pays qui ne l'auront pas compris assez vite seront, petit 1, vassalisés, petit 2, réduits à des activités annexes essentiellement touristiques, et petit 3, laisseront le champ libre à des puissances dont certaines pourraient avoir des tentations hégémoniques, et ça ne contribuerait pas à un très bon état de la démocratie mondiale, puisque comme nous le savons tous, alors là, depuis Montesquieu, hein, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Donc à partir du moment où il y a des pôles de pouvoir trop développés par rapport à d'autres, il y a peu de chances que ça se finisse bien. Il y a quelque chose que la guerre économique existe, c'est pour nous tous, je crois, une évidence. Mais qui dit guerre économique actuellement dit protection des données. J'imagine qu'on soit une entreprise, vous citiez l'armement, l'aéronautique, le luxe, enfin je ne sais pas quoi, c'est la protection des données. Mais je voudrais savoir comment est-ce qu'on protège les données quand on n'est pas responsable des tuyaux. Et je voudrais savoir quel est... Alors je sais que vous faites partie, je n'ai pas donné tous les sigles dont vous faites de sociétés ou de départements auxquels vous appartenez, mais vous êtes actuellement chef du département de la sécurité économique à l'INH ESG. Mais je veux dire, quels sont les moyens de la France pour... parce qu'on a l'impression qu'on est... que le roi est nu. On ne protégera pas effectivement un certain nombre d'informations parce qu'on n'a pas la main sur l'ensemble du dispositif, y compris effectivement les tuyaux. Et c'est justement ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas tellement se préoccuper de la maîtrise de l'architecture technologique que de l'utilisation raisonnable des usages, enfin de l'information, et donc des usages numériques rationalisés et prudents. Je m'explique. Quand vous ne savez pas trop si quelqu'un va accéder à votre information, ce dont on peut raisonnablement penser que ça va être la norme, hein, et puis je ne vous fais pas l'affront de vous parler en plus de prismes de simples phénomènes comme la sécurité du cloud, hein, donc vous savez comme moi que c'est une vaste plaisanterie, vous devez vivre en permanence avec cette hypothèse que vos données seront connues. Donc la question qui se pose après, c'est comment cette supposition étant faite, vous allez neutraliser la charge d'hostilité que ça peut avoir envers vous-même en étant retourné. C'est-à-dire, si mon principal concurrent a telle ou telle information, comment je vais faire? Eh bien, on scénarise. On fait de l'anticipation. Et c'est là où ce mot d'anticipation prend tout son sens. Je sais que j'ai une durée de vie à mon information au-delà de laquelle il y a des chances qu'elle soit connue par tous. Quand elle est connue par tous, qu'est-ce que je fais? Comment je me repositionne? Je suis, pour le coup, dans une vraie partie d'échecs où la seule question qui compte, c'est est-ce que j'ai plusieurs coups d'avance. Donc, une fois que la personne en face sait telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. Moi, je suis déjà à 10 mètres plus loin. Quelqu'un de notre petite galaxie, qui s'appelle Rémi Potra, que vous avez eu l'occasion de rencontrer lors du gala, dit avec justesse, dans le monde à venir, ce n'est pas le plus gros qui va bouffer le plus petit, c'est le plus rapide qui va avoir la peau du plus lent. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extraordinaire. Un exemple très concret. On dit plus de sécurité sur les smartphones. On sait qu'on est écouté, que les mails sont déroutés, etc. C'est vrai. Donc, par exemple, on explique à des cadres dans une entreprise que ce qui importe, c'est la nature des messages qui se transmettent au tenté. Vous utilisez votre téléphone en pleine réunion stratégique parce que vous devez communiquer entre vous face à un concurrent, c'est pas grave. Parce que même si votre information est interceptée, il n'y a pas le temps nécessaire à l'analyse pour être instrumentalisé par votre concurrent, parce qu'on est dans l'instantanéité de la transmission et de l'utilisation de l'information. Vous transmettez à votre camarade qui est à l'autre bout de la planète une information stratégique, mais vraiment stratégique, par mail, sans aucun cryptage, sans rien, aucune protection, qui doit être utilisée dans 2 mois. Là, vous êtes à la faute, parce qu'en 2 mois, la personne qui peut capter vos données a tout le temps de les analyser, de les traiter, de les utiliser contre vous. Il a le temps de se retourner. C'est exactement le même exemple que quand on explique aux Américains que ramasser les communications de l'intégralité de la planète n'a pas grand sens si vous n'avez pas tous les traducteurs possibles pour savoir ce qui se dit, comment le recontextualiser et avoir le temps de l'utiliser. Donc les grands filets, c'est très sympa,
Mais si vous n'avez pas de capacité à trier ce que vous avez dedans, ça ne sert à rien. Donc, encore une fois, ce sont les usages qui comptent. Alors après, sur des solutions de proximité, pour lequel je passe à mon tour pour une espèce de rustique absolu, ben oui, moi je serais tenté de dire que parfois des choses extrêmement stratégiques ne se communiquent que d'une bouche à une oreille, qu'on n'est pas obligé forcément de tout écrire tout le temps, qu'il faut bien choisir les gens à qui l'on parle, que la captation d'informations, ce n'est pas simplement par des moyens électroniques. Vous savez, c'est tout à fait vrai, il y a du cyberpiratage, etc., etc. C'est tout à fait juste. Mais quand même, je dois vous dire une chose qui est capitale, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin d'en arriver à ces extrêmes. Parce que ça coûte quand même des sous, toute cette panoplie technologique. Alors, ok, les camarades américains le font parce qu'ils ont les budgets, mais on n'est pas quand même confronté qu'à eux. Je vous parlais des entreprises entre elles qui doivent se protéger de leurs actions malveillantes, et je ne résiste pas à vous raconter une petite anecdote qui fait toujours fureur parce qu'elle est d'une trivialité totale, mais c'est la réalité. Avant même de pirater votre concurrent sur son mail, son téléphone ou quoi que ce soit, si par exemple tel OCAD d'entreprise pouvait éviter de lâcher l'information tout seul, comme un grand, sans le besoin d'aucun appareillage technologique, il y a bien des drames d'entreprises qui seront évités. Je vais vous donner des exemples que je connais, ça va faire rire Diane. Si demain matin, le cadre d'une entreprise que je ne nommerai pas se pointe dans un contexte autre que celui qu'on connaît, mais plus pacifié, en Ukraine, pour le business, et que si une grande blonde d'1,80 m lui dit qu'il est beau, intelligent et qu'elle aime beaucoup ce qu'il fait, c'est pas forcément utile de la croire. Et bien évidemment, la plupart du temps, notre petit camarade, au sens figuré bien sûr, va s'allonger et expliquer que ce qu'il fait, c'est formidable, surtout qu'il est le meilleur. Et pour expliquer qu'il est le meilleur, il fait forcément qu'il dise à quel point il fait des choses. Il gère beaucoup d'argent, tel projet, il traite telle information, mais ma chérie, tu comprends, c'est super secret. Mais je te le dis à toi parce que c'est toi. Et puis voilà, en quelques heures, je ne vous parle même pas d'une nuit, la chose est faite. Alors ça veut dire qu'il faut dire un certain nombre de cas dans l'entreprise, y compris quand ils mesurent 1,60 m, qui sont bedonnants, etc., que, en fait, effectivement, la grande blonde ukrainienne, elle n'est pas là pour leur physique. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de découvrir leur beauté d'âme, vous comprenez? C'est ça qu'on leur dit. On leur explique qu'ils sont très beaux intérieurement. Mais que la grande blonde n'a pas eu encore le temps de s'en rendre compte et que là est leur erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lâcher tout de suite et raconter ce qu'on ne devrait pas raconter tout de suite. Alors, je plaisante bien évidemment, et mesdames, j'en ai autant à votre service, puisque depuis que les femmes ont du pouvoir dans les entreprises, on en récupère quand même un certain nombre, généralement par le bout du tailleur, à qui il arrive les mêmes désagréments avec des espèces de sosies de Brad Pitt ou des choses comme ça, vous voyez. Ou pareil, il leur dit « tout est formidable », etc. Et en fait, c'est la même chose. Ça existe, je vous assure, on l'a vu. Donc, la rupture de la chaîne de l'information, ça se passe aussi comme ça très souvent. Il n'y a pas besoin que de cyberattaque. C'est l'usage raisonné. Partez du principe que toute information peut être détenue par un compétiteur, adversaire, concurrent. Maintenant, c'est la règle. Et si vous arrivez à anticiper, ça n'est pas si incroyable que ça de vivre avec, parce que les organisations sont lentes. Parce que quand bien même la NSA vous pique une information, elle a un délai de traitement qui est long. Regardez l'histoire de l'antiterrorisme chez eux. Et quand vous regardez les comptes rendus de la commission de contrôle de ce qui relève du renseignement aux États-Unis, les services ne sont pas capables de fournir un nombre avéré d'affaires qu'ils ont pu, grâce à leur système d'écoute, déjouer. Donc les organisations sont lentes. L'exploitation de l'information, ce n'est pas facile. Donc si vous êtes agile, que vous consommez rapidement l'anticipation, que vous vous déplacez vite, que vous êtes toujours dans l'invention, l'innovation, eh bien effectivement, le plus rapide devrait arriver à manger le plus lent. Mais nous, on a un usage en stock de l'information. On l'a une bonne fois pour toutes et il faut la protéger. Ben ça ne marche plus. On a juste changé de monde. Après, est-ce que nous, on fait la même chose?
On pourrait le faire, mais on n'a plus les moyens. Vous vous rendez compte qu'une puissance comme les États-Unis le fait parfois mal, avec des moyens gigantesques, des moyens humains de très haute qualité. Comment vous voulez que nous, on fasse la même chose? Il faut louer notre pays d'arriver à faire autant avec si peu de moyens. Quand vous voyez les résultats qu'on obtient dans un champ qui n'a rien à voir en matière de lutte antiterroriste avec nos 3 élastiques et nos 2 ficelles, il faut louer la qualité de nos services de renseignement ou de nos forces militaires, qui se baladent à travers l'Afrique avec toutes les opérations qu'on connaît, Sangaris, Serval ou autres, et qui font un boulot exceptionnel avec rien. Mais nous, de toute façon, en dehors de toute question morale, éthique, etc., chacun a son avis, de toute façon, techniquement, c'est très compliqué de faire ça parce qu'on n'en a pas les moyens. Quant au reste des pays de la planète, oui, ils le pratiquent. Le renseignement est un sport, bien évidemment, qui n'est pas réservé à une nation ou une autre. Les 2 réflexions, la première, c'est que les entreprises devraient apprendre aux gens qui travaillent chez eux à ne pas parler dans les avions, dans les restaurants de leurs affaires, parce que tout le monde peut écouter. Il y a des gens qui sont formés à écouter et qui, entre eux, se repassent les informations. Première chose. Deuxième chose, effectivement, la DGSE ramasse avec son filet 1,5 milliard d'informations par jour, qu'elle traite avec des mots-clés. Alors, pour arriver à trouver une vraie information, ils sont en train de mettre un ordinateur sur pied pour le faire, mais c'est extrêmement long et compliqué. Bon, mais ma question n'était pas celle-là. Ma question qui me perturbe, moi, depuis longtemps, c'est l'utilisation par les Américains de l'embargo. Là, c'est une vraie guerre économique. Et j'ai plusieurs exemples. La première, c'est l'Iran, qui est un pays que je connais bien. Peugeot avait construit 350 000 véhicules par an. Ils ont été tensés pour retirer leur construction en Iran. Ils sont partis. Ils ont perdu. On sait connaît la suite pour Peugeot. Pendant ce temps-là, General Motors négocie avec les Iraniens. Bon. Deuxième chose, la BNP, qui a été tensée aussi par Cuba, pour les histoires de Cuba, parce qu'elle avait négocié en dollars. Elle aurait négocié en euros, ce se serait bien passé. Donc, elle tombait sous les sanctions des Américains. Troisième question, les Français, quand il y a l'embargo aux États-Unis, en Russie, et qu'ils suspendent la livraison d'un bateau de Saint-Nazaire en ruinant Saint-Nazaire, on peut aussi se poser des questions. Pour la question, question qui est toujours intéressante des dictionnaires de nos services de renseignement, il y a quand même un grand problème à ça. C'est que nos camarades des autres puissances, ou les criminels, ou n'importe quel adversaire que vous voudrez bien identifier, bon, ça fait quand même un petit peu longtemps que, pour dire un truc sensible, ils ont arrêté de dire le truc en question, puis ils disent bicyclette ou vélo rouge. Donc c'est quand même compliqué avec des mots-clés, parce que vélo rouge ou bicyclette bleue, ça pourrait qualifier beaucoup de choses. Donc il y a quand même une espèce de difficulté avec un dictionnaire de mots-clés à identifier un certain nombre de choses. En matière terroriste, n'importe quel expert vous dira que ça fait très très longtemps qu'on sait que c'est un système qui a des limites et que rien ne vaut le renseignement humain. Alors, le problème de nos services de sécurité et de renseignement en général n'est pas du tout la question technologique. Ce sont des questions budgétaires liées au fait qu'on doit avoir les moyens d'entretenir ce réseau humain à l'échelle planétaire. La vraie question de nos services de renseignement, c'est ça, parce que ce sont avec ce type de moyens, c'est-à-dire arpenter le terrain et créer ces réseaux humains, qu'on fait du vrai antiterrorisme. D'ailleurs, de manière générale, le renseignement le plus intéressant est toujours humain. Je vous parlais tout à l'heure de fétichisme technologique. Il n'y a qu'à relire l'ensemble des rapports et documents nés du 11 septembre pour voir à quel point ce dispositif technologique dans le renseignement américain a été performant. Je vous rappelle, ça n'est pas une légende que à nos amis américains, on leur avait transmis un certain nombre d'informations. Ils avaient quasiment tous les éléments sur le 11 septembre. Simplement, ils ont fait ce qu'on appelle d'un vilain mot dans notre jargon de la scotomisation, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de voir une hypothèse qu'ils n'étaient pas en capacité de penser, parce qu'ils jugeaient que c'était juste impossible qu'on s'attaque à eux sur leur propre territoire.
et que l'essentiel est là. Elle n'est pas dans un problème de moyens technologiques. Après, les vieilles questions, notamment sur l'embargo et tous ces outils de rétorsion, oui, ça existe depuis longtemps. Est-ce qu'au sens propre, ce sont des outils de guerre économique? Sans doute. Ce sont surtout des outils traditionnels de la puissance qu'on ne fait qu'utiliser aujourd'hui à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on pouvait les utiliser à des fins politico-idéologiques parce qu'on voulait étouffer un régime. Aujourd'hui, on s'en sert dans le cadre d'une finalité économique parce que, bien évidemment, ça va soit fragiliser un pays, soit un compétiteur à qui on interdit de faire des affaires avec ce pays-là pour mieux autoriser ses siennes, d'entreprises propres, à faire des affaires avec. Donc ça s'ajoute effectivement à la panoplie traditionnelle de la guerre économique. Alors, il y a un autre type de difficulté, dont le cas BNP Paribas, comme d'autres pourraient témoigner. C'est parfois de notre relative incapacité à anticiper ce que pourraient être certaines réactions américaines dans le business. On a connu ça déjà dans le passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a défrayé la chronique avec l'affaire Executive Life, où bien évidemment encore on était menacé des pires sanctions, des pires amendes. Et pour quelle raison? Parce qu'on ignore tout simplement que le droit américain, surtout le droit américain dans le domaine des affaires, ne vise pas l'équité, mais vise l'efficacité pour les différents acteurs concernés et dans le cadre international pour les États-Unis. Il n'y a que nous, encore une fois, qui prétendons, alors après je ne discute pas si c'est bien ou c'est mal, j'énonce un fait, qui prétendons vouloir faire incarner à la justice que des idées platoniciennes. Il y a beaucoup d'autres systèmes juridiques et judiciaires dans le monde qui la voient d'abord comme un moyen de faire prévaloir des intérêts. Toute une part du dispositif judiciaire américain est d'abord organisée pour traiter convenablement des affaires de business. Alors qu'après, il y a une perspective éthique, sans aucun doute, il y en a dans tous les systèmes de justice démocratique. Mais globalement, on voit bien quand même que cette justice est faite pour être efficace. Et on voit bien que quand elle s'applique sur des étrangers, elle est d'abord faite pour essayer d'en retirer quelque chose de positif pour les États-Unis. Et je vous conseille juste d'aller regarder quelques ouvrages d'économistes américains, dont l'un a dit une chose qui m'a marqué pour toujours. Le libéralisme est un produit effectivement américain, mais il est destiné exclusivement pour les Américains à l'exportation. C'est intéressant. Et là, vous avez à peu près tout compris. Mais je ne me focalise pas sur eux. On peut disserter de la Chine si vous voulez, et du fait qu'il est impossible de faire des affaires en Chine sans y laisser un peu de technologie ou d'information client ou quoi que ce soit d'autre qui leur permettra de tirer avantage de la collaboration. Alors comprenez-moi bien, je ne fais pas le procès des autres puissances. Moi, ma question n'est pas pourquoi les Américains, les Russes ou les Chinois fonctionnent comme ça. Ma question, c'est pourquoi nous, on a à ce point perdu l'habitude de fonctionner selon les réalités.